Bonjour, je vous propose aujourd'hui d'aborder la segmentation et le positionnement, deux éléments indispensables pour définir la stratégie marketing. À l'agenda, nous parlerons tout d'abord de segmentation avec les différentes stratégies de couverture du marché, des formes que la segmentation peut prendre. Nous parlerons ensuite du positionnement et notamment de la manière la plus adéquate de choisir un positionnement. Nous verrons ensuite les erreurs de positionnement à ne pas commettre. La segmentation, c'est avant tout une stratégie de produit. Il s'agit de lier un produit à un marché. C'est la raison pour laquelle le marketing parle de couple produit-marché. Alors, cette segmentation, elle se définit sur base d'une stratégie. Soit on décide, on ne veut pas différencier le consommateur, on décide que le consommateur est identique et on va offrir le même service à tous les consommateurs. C'est un peu le concept du fast-food, du burger. Même si des différences apparaissent sur le consommateur, notamment selon les différentes tranches d'âge. Ou alors on décide au contraire qu'il convient de diviser l'ensemble des consommateurs en différents segments et dans ce cadre-là, on va pratiquer une segmentation. Le but, c'est de développer une stratégie qui couvre l'ensemble du marché en regroupant certains profils de consommateurs. Ce sera la première étape d'un positionnement. C'est pour ça qu'on lit très souvent segmentation et positionnement. En pratique, pour réaliser une bonne segmentation, on regroupe certains types de consommateurs en différents segments ou des profils. On va choisir un ou plusieurs profils à satisfaire en fonction des possibilités, des moyens de l'entreprise. Et pour chacun de ces profils, on va concevoir des produits par rapport aux attentes, aux besoins de ces cibles. Il existe différentes stratégies de couverture du marché. Parmi celles-là, regardons les différentes stratégies existantes. À l'extrême droite, vous avez la stratégie globale qui consiste à proposer une couverture globale, tout le marché, un marketing différencié ou indifférencié, mais pour tous les produits. L'idée de dire que le consommateur va acheter tous les produits disponibles. Évidemment, ce n'est possible pour une entreprise d'une taille minimale, il faut une grande entreprise. L'objectif, c'est de maximiser le profit avec un marché global. Le danger, c'est que la concurrence est intense. Par contre, la plupart des entreprises adoptent différentes stratégies de couverture de marché qui sont toutes plus ou moins des segmentations. Soit de se concentrer sur un couple produit-marché, comme dans une start-up, ou une entreprise à ressources limitées, soit de se spécialiser par produit, soit de se spécialiser par marché, soit de se spécialiser de manière sélective. La concentration couple produit-marché ne demande pas beaucoup d'explications, c'est une stratégie de niche. On vend un seul segment. Gros avantage, on utilise un segment inexploité. La grosse limite, le gros danger, c'est qu'un nouveau compétiteur peut complètement changer la donne. Par contre, les trois autres types de spécialisation par produit offrent l'avantage d'un seul produit, par marché d'être le spécialiste du marché. La spécialisation sélective, en fait, se répondre à des opportunités de marché, peut s'adresser à différentes entreprises. Quoique la spécialisation sélective s'adresse surtout à une entreprise qui a connu des rachats successifs. Chaque spécialisation présente des avantages et des inconvénients. Généralement, le segment permet de se positionner comme le spécialiste du marché sur le savoir-faire ou d'un couple produit-marché. Le danger, c'est toujours la viabilité du segment, soit son obsolescence qui peut apparaître, ou la viabilité du secteur, ou l'absence de cohérence des différents produits proposés. On peut alors s'interroger sur les formes qu'une segmentation peut prendre auprès d'une part des consommateurs et d'autre part des producteurs.
La segmentation des consommateurs doit se faire sur des segments relativement efficaces. Le graphique que nous voyons présente notamment des formes de segmentation que des produits identiques peuvent répondre à des besoins différents. Ainsi, sur le segment des boissons rafraîchissantes, le secteur, on aurait deux segments. D'un côté, les canettes pour les consommations en déplacement, les bouteilles familiales pour les consommations au domicile. Ici, le lieu de consommation est important. Pour le transport aérien, on peut voir apparaître une segmentation sur ce qu'on appelle les vols réguliers, les vols charter, souvent d'ailleurs avec des compagnies qui utilisent deux marques différentes pour offrir ces services. En matière d'informatique, on pourrait très bien avoir des ordinateurs à orientation bureautique, des ordinateurs multimédia, des ordinateurs destinés à la navigation sur Internet, des ordinateurs spécialisés dans le traitement de l'image, des ordinateurs pour les passionnés de jeux ou pour la téléphonie. De là, l'apparition des smartphones ou téléphones intelligents, de là, l'apparition des tablettes et d'autres produits. Enfin, sur le marché de la téléphonie portable, on peut avoir le téléphone portable à usage professionnel. Le téléphone portable substitue du téléphone fixe à domicile, à portée limitée et à système de rechargement présent et stable. Et enfin, les téléphones portables, outils de communication pour les jeunes, notamment avec des services spécifiques offerts comme les textos ou les SMS. Quoi qu'il en soit, pour qu'une segmentation soit efficace, elle doit respecter un certain nombre de règles. La portée d'une segmentation va définir son efficacité. Une segmentation, elle doit permettre de regrouper certains types de consommateurs. Elle doit permettre de choisir un ou plusieurs segments à satisfaire, les cibles, et elle doit permettre de concevoir ces produits par rapport à eux. Sur base de cette définition, on retiendra les éléments suivants. Pour qu'une segmentation soit efficace, la segmentation vise à créer un avantage pour l'entreprise par rapport à ses concurrents. Donc une classification technique des produits n'est généralement pas suffisante. Une segmentation qui devient efficace au moment où elle est liée aux caractéristiques et au comportement des consommateurs le restera à condition que cette efficacité est mesurée régulièrement et que l'évolution de cette segmentation soit prise en compte. La segmentation, elle est au service de la stratégie de l'entreprise. Ça signifie que la segmentation doit permettre à l'entreprise d'adapter au mieux sa politique marketing en fonction du profil des consommateurs de chaque segment. Il ne faut pas oublier que la segmentation d'un marché représente aussi un coût réel pour l'entreprise. On perd l'économie d'échelle puisqu'on doit faire plusieurs produits différents, les coûts de production augmentent, il faut gérer les stocks et la distribution est plus complexe. En plus, la segmentation doit être évolutive. Il s'agit d'intégrer les comportements des consommateurs et de permettre une bonne observation de l'évolution du marché. La segmentation repose aussi sur la différenciation des besoins. Il faut l'interpréter de manière large, mais il faut à la fois que les segments soient homogènes. Pourquoi? Pour éviter de trouver des comportements différents au sein d'un même segment. Parallèlement, simultanément, les segments doivent être hétérogènes entre eux. Sinon, que penser de segments qui se superposeraient et créer des problèmes? Ce qui fait qu'une segmentation exige doigté et rigueur. La segmentation du marché constitue non seulement un des éléments déterminants du marketing stratégique, mais un des plus délicats à mettre en œuvre. Il est souvent complexe de diviser un marché en fragments identifiables, accessibles aux approches du marketing spécialisé et assez substantiel pour être rentable et concurrentiel. Ça reste donc, la segmentation reste donc au service de la stratégie et donc elle devra être évolutive, reposer sur la différenciation des besoins. Alors comment peut-on organiser la segmentation de marché? On peut le faire sur différents types de critères. Imaginons un premier critère, les avantages recherchés. L'idée par rapport à ces critères, c'est de dire chaque segment de consommateur a des besoins spécifiques et je vais détecter l'avantage recherché pour chacun de ces segments. Gros avantage, un premier segment peut être intéressé par un niveau de prix faible et donc je vais ajuster la politique commerciale et proposer un produit
low cost. À côté de ça, un second segment peut être intéressé par la robustesse du produit. Je vais offrir un produit avec, par exemple, une durée de vie exceptionnelle ou supérieure à la moyenne. Un autre segment peut insister sur la disponibilité et la facilité d'utilisation. Je vais ajuster la politique commerciale dans ce sens. On pourrait tout aussi bien avoir une segmentation comportementale. L'idée est de proposer un produit ou un service qui correspond le mieux, à un moment donné, aux besoins ou aux attentes de chaque client. Par exemple, on analyse les fichiers clients disponibles, j'insiste bien. On va analyser les types de comportements et déduire les attentes spécifiques de chaque segment. Gros avantage, le client va y retrouver les avantages qu'il recherche, il sera donc plus fidèle. Les caractéristiques des produits et services, les argumentaires de vente, la communication sont ainsi adaptés à chaque segment. Évidemment, ça peut avoir un effet pervers, c'est qu'à force de suivre les clients dans leur comportement, de les pister, certains se sentent mal à l'aise et se sentir justement pistés. Une troisième segmentation peut être en fonction du marché. Par exemple, l'idée est de structurer la clientèle d'entreprise selon ses propres critères, souvent très différents d'une structure moyenne de marché. Alors c'est vrai qu'on distingue les heavy users, c'est-à-dire les consommateurs, utilisateurs importants du produit, de ceux qui utilisent de manière occasionnelle. Et là, au départ d'enquêtes régulières auprès de la clientèle potentielle. Les perceptions, les attitudes, les besoins et les attentes vis-à-vis des produits et services peuvent influencer les décisions de l'entreprise qui va quantifier le segment porteur. L'idée, c'est d'identifier des opportunités nouvelles et peut-être de développer une stratégie océan bleu. Un exemple de segmentation par avantage recherché. Nous avons ici 4 profils de consommateurs par rapport à une stratégie spécifique qui est l'environnement. Nous avons d'une part les récalcitrants, qui correspondent à quasiment un consommateur sur 3. Ils ont conscience des problèmes liés au développement durable, mais rejettent les responsabilités sur les autres acteurs, dont les entreprises et les pouvoirs publics, et ils n'agissent pas à leur niveau pour changer quoi que ce soit. Ensuite, nous avons les non concernés, aussi un bon tiers des consommateurs qui attribuent moins d'importance au développement durable. Ils n'adoptent donc pas de comportement responsable et n'ont pas l'impression qu'ils peuvent y changer quelque chose. Troisième segment, les suiveurs, 8%. Ils n'agissent que si les autres le font. Ils ont adopté certains comportements favorables, néanmoins, ils ne savent pas toujours quoi faire pour le développement durable. Et enfin, dernier segment, 28%, donc plus d'un consommateur sur 4, qui sont conscients de l'importance et de l'urgence des problèmes liés au développement durable et ils agissent à leur niveau au quotidien. Imaginons qu'une entreprise décide de segmenter ses clients en fonction du développement durable et son segment, ce sera celui des engagés. Alors on peut regarder l'évolution de ce segment tout au long des années, de 10 ans, en 2007, en 2012, en 2017. Qu'est-ce que l'on voit? C'est que les récalcitrants ont augmenté, sans doute la crise est-elle passée par là, mais on voit aussi que les engagés sont restés relativement stables, 29-28%. Les suiveurs, par contre, ont chuté relativement fort et les non concernés ont augmenté aussi. Ce qui est intéressant quand une entreprise réalise une segmentation et qu'elle mesure régulièrement cette évolution, par exemple de 5 ans en 5 ans, ça lui permet de comprendre ce qui se passe et donc de voir ce qu'elle doit faire. Le choix du segment des engagés est un segment qui est relativement stable et donc elle peut continuer sa démarche. Imaginons qu'elle ait choisi les suiveurs, ce qui n'est sans doute pas le bon segment, mais elle aurait connu quelques difficultés en 2017. Une segmentation comportementale peut s'établir notamment en fonction de qui prend les décisions au sein du ménage. On peut avoir la zone d'influence de chacun des partenaires individuellement ou en couple. Ce qui est intéressant, plus la zone est en couleur foncée dense, plus la zone d'influence est importante, le poids est important en décision. Ainsi, on va voir que dans un ménage, traditionnellement, les règles de décision se répartissent entre les hommes et les femmes.
Alors certaines choses sont compréhensibles de par la spécificité du produit. La femme choisira son coiffeur, l'homme choisira son coiffeur. Le couple choisira ensemble de prendre des décisions communes quant au domicile, quant au lieu de vacances, etc. Mais par exemple, il est intéressant de constater que beaucoup de décisions économiques, comme le remplissage de la fiche d'impôt, est généralement du ressort de l'homme, sauf si la femme a fait des études en matière économique et que l'homme n'a pas fait ce type de formation. On s'apercevra que certaines habitudes en matière de choix de cadeaux, en matière de l'art de la table, la décoration de la maison sont de la responsabilité de l'épouse. On va s'apercevoir que l'achat de vêtements, et notamment de sous-vêtements, est plus de responsabilité de l'épouse que de l'époux. C'est intéressant de se rendre compte de ce genre de choses, puisque si l'on voit que la décision de consulter son banquier doit se faire en couple et l'achat d'une maison se faire en couple, il est important pour un banquier d'avoir une démarche marketing et commerciale qui consiste à rencontrer un couple pour prendre la décision d'achat et pour présenter les avantages d'un crédit hypothécaire. On pourrait même avoir des segmentations de marché. Par exemple, une segmentation saisonnière, c'est que peut-on offrir en été pour des produits que l'on trouve toute l'année. Alors prenons le cas du chocolat. Mais le chocolat d'été peut se présenter par exemple sous la forme d'un display d'été. C'est du merchandising, on verra tout à coup apparaître des goûts, des textures et une présentation type vacances. On pourrait avoir la même approche avec un produit assez étonnant pour l'été, une soupe. Généralement, la soupe se sert chaude, mais en été, un peu difficile de servir une soupe chaude, et on va inventer la soupe froide d'été, concombre, menthe ou chaleur d'été. On pourrait même avoir, c'est en fait des déclinaisons de ce qu'on pourrait trouver comme soupe espagnole de type gazpacho. Et puis, on pourrait avoir même chose pour les plats préparés, des plats préparés d'été, et c'est ainsi qu'on verra apparaître notamment des saveurs d'été, c'est-à-dire des plats froids, composés d'olives, de tomates, de dés de feta, toute une série de goûts liés à l'été, à conserver au frais, bien sûr. Quoi qu'il en soit, quand on s'interroge sur la mise en place de segments, il faut se poser certaines questions. La première question à se poser, c'est quoi? Quel bénéfice le consommateur va-t-il rechercher? Quels sont les facteurs qui influencent la demande? Quelle performance attend-il? Sans réponse à ces questions, on risque de se tromper dans la fabrication des segments. Deuxième chose, comment? Comment les consommateurs achètent-ils? Quelle est la durée du processus d'achat? Comment les différents éléments d'un programme marketing peuvent-ils influencer les consommateurs? Comment le produit est-il utilisé? Comment le produit est-il ressenti? Combien les consommateurs vont-ils dépenser? Combien veulent-ils acheter? Où la décision va-t-elle être prise? Où l'information concernant le produit est-elle recherchée? Où le consommateur achète-t-il le produit? Quand? À quel moment la première décision d'achat est-elle prise? Quand le consommateur achète-t-il à nouveau le produit? Pourquoi le consommateur achète-t-il? Et surtout, pourquoi choisit-il cette marque plutôt qu'une autre? Et enfin, qui achète? Qui sont les ménages et segments identifiés? Qui achète les produits de l'entreprise? Quelles en sont les raisons? Qui achète les produits des concurrents? Quelles en sont les différentes raisons? Ces questions préalables sont essentielles avant la mise en place de segments. Dans le cas d'un marché B2B, la segmentation est aussi essentielle. En effet, il est important de comprendre comment l'entreprise va pouvoir segmenter ses différents acheteurs. Plusieurs règles sont à la base d'une bonne segmentation. Le premier principe, c'est de valider l'efficacité de cette segmentation. Nous sommes dans un marché oligopsonistique, voire monopsonistique, c'est-à-dire peu de clients, très peu de clients, voire un seul client, et donc souvent on sera en présence d'une loi de Pareto. 20% des clients génèrent 80% du chiffre d'affaires. On va donc favoriser l'apparition de grands comptes, de comptes clients spécifiques où certains vendeurs vont être amenés à devoir vendre des produits à ce type de segment particulier. Deuxième élément important, c'est que beaucoup de marchés B2B se caractérisent par
des stratégies de vente et d'achat spécifiques, par exemple des adjudications de marché, des marchés publics avec des règles particulières. Quoi qu'il en soit, cette segmentation doit rester au service de la stratégie et donc elle doit être évolutive. Si on la fait aujourd'hui, on la refera dans quelques années de manière à valider le fait que les segments sont toujours intéressants pour l'entreprise. Elle doit reposer sur la différenciation des besoins B2B des entreprises et enfin, elle doit tenir compte de la spécificité du centre d'achat et de l'acheteur. N'oublions pas que chaque acheteur peut être différent et s'il est en nombre réduit, il sera d'autant plus utile de pouvoir l'approcher de manière spécifique. Arrivons maintenant au positionnement. Le positionnement, c'est bien le fait que toute entreprise, toute marque doit pouvoir se différencier de ses concurrents. En effet, les concurrents perçoivent un produit, une marque, une entreprise de manière différente, c'est-à-dire par rapport à ses concurrents. De ce fait, l'entreprise doit adopter un positionnement qui va la rendre différente de ses concurrents, car elle ne peut pas être excellente dans tous les domaines. Elle ne peut pas être à la fois la spécialiste technologique, l'excellente opérationnelle et l'intimité des relations avec la clientèle. Mais pour être efficace, ce positionnement doit pouvoir créer de la valeur. Alors cette valeur, on peut la créer en tenant compte d'un certain nombre d'avantages. Le choix des critères de différenciation est important. La création d'une valeur ajoutée va dépendre de différents paramètres. Premier paramètre, cette différence doit être importante, c'est-à-dire qu'elle doit offrir un avantage substantiel aux yeux des acheteurs. Elle doit être distinctive et exclusive. Elle ne peut être offerte que par l'entreprise concernée. À défaut, c'est un échec. Elle doit être supérieure. Elle doit donc offrir un avantage concurrentiel perceptible par le consommateur. Donc, elle doit être communicable. Les avantages sont prouvés et communicables. Elle doit être préemptive. Elle doit pouvoir être protégée des imitations et des copies, accessible. Si elle n'est pas accessible aux consommateurs qui ne disposent pas des moyens suffisants à son acquisition, aucun intérêt. Et enfin, elle doit être rentable. L'exploitation de cette différence doit pouvoir générer des profits pour l'entreprise. Le choix d'un positionnement est quelque chose de relativement important. L'entreprise doit en premier définir les grandes lignes de son positionnement et en second, elle va préciser le positionnement spécifique retenu. Alors, ce choix d'une différence doit conduire l'entreprise à se positionner par rapport à ses concurrents. Il existe plusieurs types de stratégies. La première stratégie qui peut être développée, c'est la mise en évidence des caractéristiques du produit. Le produit offre des caractéristiques particulières ou des services additionnels uniques. Par exemple, la brasserie la plus ancienne, le premier loueur de voitures, Hertz, le premier constructeur d'ordinateurs, IBM, la première boisson au cola, Coca-Cola. Deuxième stratégie, mettre en évidence des solutions qui répondent aux problèmes des clients. Le produit répond aux besoins spécifiques des utilisateurs, la lessive adaptée au tissu de couleur noire. Troisième stratégie, mettre en évidence les conditions d'utilisation. Le snack du petit déjeuner, l'Anka, Nike, la chaussure adaptée au sport pratiqué, tennis, jogging, basket, football et d'autres sports. Notre stratégie consiste à identifier les segments utilisateurs. Le produit s'adresse à des segments particuliers d'utilisateurs, le biscuit sans sucre, le biscuit sans graisse, le biscuit avec fibre, l'ordinateur réservé aux graphistes. On peut ensuite adopter un autre positionnement en tant que référence du marché. Le produit se définit comme la référence en matière de prix, le moins cher, de fiabilité, le plus fiable, de recommandation recommandé par les spécialistes ou par rapport à la concurrence. Avis en fait plus, Mercedes la voiture perçue comme étant la plus fiable, Toyota la marque présentant le moins de panne. On peut bien sûr positionner le produit par rapport à une catégorie.
les photocopieurs Xerox. On peut positionner par la qualité ou le prix. Taco Bell, une marque de restauration rapide, fait les meilleurs rapports qualité-prix. Et enfin, on peut créer une nouvelle catégorie. L'intérêt, c'est que le produit se positionne comme étant unique dans une nouvelle catégorie, la première lessive liquide, le premier monovolume, le premier coupe-fin sans sucre, la première poudre à lessiver avec adoucissant, la 2 en 1, etc. Ça, c'est les positionnements que l'on peut trouver, les 8 stratégies. Mais à côté de ça, on peut développer, bien sûr, un positionnement en valeur sous différentes formes. On peut offrir davantage pour plus cher, par exemple les glaces Häagen-Dazs. Plus pour le même prix. Une voiture, par exemple, peut offrir plus pour les mêmes conditions, les mêmes spécificités. Autant pour moins cher. Le clone d'IBM ou d'Apple étaient des exemples. Moins pour beaucoup moins cher. C'est le cas notamment de compagnies aériennes comme Ryanair ou des chaînes de magasins comme Aldi ou Lidl, comme on appelle Art Discount. Et on peut aussi offrir davantage pour moins cher, et ça c'est la politique suivie par des magasins spécialisés avec des assortiments, Picard, Toys R Us, etc. On peut même adopter ce qu'on appelle un copositionnement. Alors, le copositionnement, ça consiste à positionner des marques complémentaires développées par un ou plusieurs producteurs autour de moments de consommation uniques. Il s'agit de créer une combinaison unique de plusieurs produits ou services sous plusieurs noms de marques et perçus par le consommateur comme étant complémentaires. Par exemple, une mousse au chocolat, on va associer un producteur de crème avec un fabricant de chocolat. Les meilleurs ensemble permettront d'offrir un produit unique. L'idée, c'est que la solution totale offre davantage aux consommateurs que l'acquisition séparée de chacune de ces marques. Ainsi, on voit apparaître Coca-Cola et McDonald's. On voit apparaître, par exemple, les célèbres pralines Neuhaus et Grand Marnier. Il est par contre dangereux, quand on fait un positionnement, de vouloir le même positionnement que ses concurrents. C'est pour ça que, même en matière de fromage, des marques adoptent des stratégies différentes. Alors voici le cas de 4 marques de fromage où l'objectif commun à chacun de ces compétiteurs est d'additionner les cibles et d'augmenter les occasions de consommer. Mais chacune décline ses stratégies marketing en des positionnements différents. Prenons le cas de la marque Boursin. Boursin veut recruter le client par des expériences gustatives, inédites, gourmandes, originales. C'est le cas du Boursin figue et noix. Très moderne dans sa présentation, dans son emballage, dans son identité visuelle, il est rupturiste en tant que tel. C'est allié le sucré et le salé, c'est original et tout ça, cette mise en scène est totalement en phase avec la modernité du produit. Par contre, si l'on prend d'autres marques, le Carré Frais, lui, veut se rassurer le consommateur en jouant sur le bénéfice santé, proposer des produits allégés sans sel meilleur pour la santé. C'est rassurant, c'est un produit de niche qui vise à conquérir ceux qui ont abandonné par obligation le fromage. Attention cependant que la diminution de sel crée un goût différent qui peut ne pas plaire à la cible, ce qui explique le peu de succès de ce produit. Troisième approche, troisième positionnement spécifique, l'usage. Alors Saint-Moré s'est dit, si je veux augmenter l'usage, il faut absolument pouvoir proposer mon produit lors d'un déjeuner créatif, comme ingrédient culinaire, comme snacking au plateau de fromage. Et d'où l'idée de proposer douceur au miel qui peut se consommer dans plusieurs occasions. On propose un produit qui est à la fois hybride, mi-nature, mi-aromatisé et qui peut être consommé dès le petit déjeuner, au déjeuner, voire au dîner. Enfin, on peut jouer sur le conditionnement. Et la mozzarella président est un bel exemple. La plupart des mozzarella sont emballées dans un plastique, un sachet plastique. Ici, on a un conditionnement totalement différent. On a diversifié l'emballage, le pot est familial, la portion peut être individuelle, ou ça peut être un emballage cervix, c'est-à-dire qu'on retourne
Le produit, ça sert de socle pour présenter comme une motte de beurre. Alors ici, le président Mozzarella est malin car il casse les codes packaging du marché, finit le sachet, place à la barquette. C'est inédit et ça permet de positionner différemment le produit. Mais bien sûr, qui dit positionnement dit aussi des risques d'erreur de positionnement. Alors, en voici quelques-unes tout au long de l'évolution des marques. Prenons le cas de la marque Danroll. C'était des croissants présentés dans un cylindre cartonné sous forme de pâte à dérouler et à passer au four. Le goût, quand ils ont été lancés, n'était pas adapté aux besoins des Français ni à l'équipement des ménages. Le four ne disposait pas de thermostat, conséquence, le croissant, il était brûlé ou il était pas cuit. Coca-Cola a lui aussi connu des erreurs de positionnement en lançant le New Coke. Après 99 ans de vente, l'entreprise n'a pas compris que changer la formule de Coca-Cola, c'était remettre en cause le système de valeurs des Américains. Slim Fast, spécialisé dans les repas minceurs, n'a jamais tenu ces caractéristiques. On les a exagérées et ne permet que de maigrir temporairement. La poudre Homo était intéressante. Sa composition du produit, des molécules de manganèse, détériorait le linge. Le linge était plus facilement usé, décoloré, avait des trous, ce qui a permis à un humoriste célèbre, Coluche, de parler de la poudre qui lave plus blanc que le blanc. Christofle frôle la faillite en 1998 pour avoir négligé la demande croissante de couverts en inox. L'inox et l'acier. Lui privilégiait les couverts en argent. La collection Que sais-je des presses universitaires de France a disparu car elle ne tient pas compte des besoins des clients. Et un dernier exemple, la marque Danone qui a lancé il y a quelques années Zen, une boisson lactée au magnésium. La promesse santé était exagérée puisqu'elle permettait, grâce au magnésium repris dans le produit, de croire que le stress allait diminuer. Mais ce n'est pas parce que on est stressé qu'on a moins de magnésium, que plus on a de magnésium, moins on est stressé, évidemment. La promesse santé est exagérée, le goût particulier ont conduit à l'abandon du produit. C'est la raison pour laquelle, quand on regarde les erreurs de positionnement, on peut en distinguer 5. Soit le produit est sous-positionné, l'entreprise n'arrive pas à donner au consommateur une raison suffisante d'acheter le produit, faute de disposer d'un avantage significatif, soit le produit est surpositionné, c'est positionné de façon tellement étroite que les clients potentiels ne sont pas concernés, soit le positionnement confus et donc les avantages proposés se contredisent, soit le positionnement n'est pas pertinent et donc le positionnement proposé n'intéresse pas le consommateur, soit il est enfin peu crédible, le consommateur n'a pas perçu l'avantage offert par le positionnement. Le positionnement peut aussi s'exprimer dans une stratégie qui consiste à imiter les meilleurs et les plus efficaces. En matière de fast-food, vous allez constater dans le tableau que nous avons en présence 5 marques différentes, quasiment inconnues sous nos contrées, et qui ont réussi tout un positionnement assez original. Une marque au Brésil qui est devenue la première chaîne de restauration rapide arabe, Spear Rabbit Pizza qui est le numéro 2 en France après Pizza Hut, Jollibee aux Philippines qui est le numéro 1 du pays et qui fait 2 fois la taille de McDonald's. Nous avons Truong Nguyen Coffee au Vietnam qui propose un café vietnamien infusé à la tasse avec du lait condensé et Chicken Lickent, la deuxième chaîne du pays en Afrique du Sud. Toutes ces sociétés ont choisi des positionnements particuliers que je vous invite à découvrir à votre aise.